Donc, Bernard Andrieux, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Cité et vous êtes un philosophe du corps. Vous avez écrit une œuvre absolument considérable sur le corps. Si. En poids, c'est considérable. Voilà. Et vous avez contribué à légitimer même d'autres types de philosophie du corps et aussi à ouvrir des relectures de philosophes classiques selon une autre grille de lecture, en montrant qu'ils avaient parlé d'aspects du corps et de rapports au corps qu'on n'avait pas vus et qu'on peut voir maintenant au prisme d'autres concepts. Vous êtes l'auteur et le créateur d'un concept philosophique autour duquel s'articulent beaucoup de vos travaux, l'émerciologie. Le terme vient de Jules Verne. Et dans votre manuel d'émerciologie, la définition d'émerciologie, c'est science interdisciplinaire qui cherche à décrire ce qui émerge involontairement du vivant dans la conscience de son vécu. Donc dans des contextes de modification du corps vivant, et vous avez, dans votre œuvre, vous parlez de beaucoup d'expériences, des expériences sportives, des expériences d'orgasme, des expériences de bronzage, etc. Donc dans des contextes de modification du corps vivant, certaines informations, certaines connaissances que le corps vivant a de lui-même peuvent émerger à la conscience du corps vécu. C'est-à-dire que le corps vivant saurait beaucoup plus que le corps vécu, et que notre conscience de ce corps-là, mais par certaines confrontations et certaines expériences où on met le corps vivant dans certaines situations, il peut y avoir une émergence et on peut donc en apprendre de son propre corps. Il se trouve que parmi ces expériences, on pourrait peut-être penser comme expérience ou comme une alternative à l'expérience, ça vous nous le direz, certaines représentations qui viendraient se situer donc entre le corps vivant et le corps vécu. Et vous pensez la médecine numérique comme constituant quelque chose qui vient se glisser entre le corps vivant et le corps vécu. Et dans cette mesure, vous interrogez ce qui peut ou pas émerger du corps vivant dans le corps vécu, dans cette présentation que vous nous donnez aujourd'hui, me semble-t-il. Voilà. Excellent, je n'ai plus grand-chose à dire, Charlotte. Je voulais m'excuser là auprès des professeurs, là, experts, donc j'espère vraiment pas dire de bêtises. Merci Charlotte, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à m'inviter déjà pour cette journée. Je ne suis pas le plus compétent déjà des trois intervenants, donc vous-même, plus les deux experts qui sont intervenus. Donc, en plus, je suis en phase conclusive, donc je vais dire des choses plutôt philosophiques. En fait, je voudrais faire un long commentaire de la campagne menée par Meta, dont le slogan s'affiche devant vous. Le métavers est certes virtuel, mais l'impact sera réel. Et quand j'ai réfléchi à cette phrase, un peu paradoxale, je me suis posé la question de savoir en quoi le virtuel pourrait être réel. Et bon, vous avez déjà répondu un peu à la question. Et les difficultés qu'on a à se représenter la révolution qui est en train de se passer autour d'une médecine numérique, à la fois sur les questions de simulation, mais aussi sur la question que nous on appelle la théorie du corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on est confronté à plusieurs niveaux que je vais essayer déjà peut-être de vous présenter. En fait, on est confronté à trois types de corps. Donc le corps vivant, donc vous avez rappelé dans vos communications qu'est-ce que c'était que le corps vivant, c'est-à-dire le corps vivant au sens où Canguilhem définit le corps vivant, Dagonier, enfin, etc. C'est-à-dire tous ces gens qui ont travaillé sur l'organisme, sur la dimension physique du corps. Et puis il y a un corps vivant, vivant, donc qui est apparu, voilà, avec ces nouvelles images, et qui vient s'interfacer avec la connaissance du corps vivant. Donc quand je dis interfacer, c'est que la question se pose de savoir est-ce que c'est une superposition, est-ce que c'est un remplacement. Moi je suis pas du tout, je suis pas dans les penseurs chagrins, hein, donc je suis plutôt favorable à cette relation. Et puis il y a toujours cette question du corps vécu, hein, c'est-à-dire la question du corps vécu, on l'a vu tout à l'heure avec les images de symptômes que tu montrais tout à l'heure. C'est-à-dire finalement le médecin se situe avec une connaissance, le patient aussi,
sur ce qui se passe dans ce corps vivant, sauf qu'entre les deux, aujourd'hui, il va y avoir un nouveau type d'image. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc ces trois corps, hein, c'est le corps vivant, hein, en tant qu'organisme physiologique. Je me rappelle quand je faisais ces conférences avant le Covid, les gens m'arrêtaient déjà là, pour me dire, mais le corps vivant, ça n'existe pas. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a que le corps vécu. Hein, c'est-à-dire que les gens ont découvert avec le Covid qu'il y avait un corps vivant, qu'on pouvait mourir du Covid. Et que donc, en fait, il y a une sorte de redécouverte par la contamination. Bon, pour notre génération du sida, on a très rapidement compris ce que c'était que le corps vivant. Mais on avait perdu un peu l'idée par une sorte d'hypertrophie du corps vécu, hein, finalement, que la phénoménologie, la psychologie, la psychanalyse, enfin, etc., la sociologie, était capable de décrire finalement le corps vécu, et que le corps vivant, c'était vraiment quelque chose qui ne produisait pas forcément du sens. Et le grand génie de votre journée, justement, et de tous ces travaux de nos collègues, c'est justement de montrer que l'image numérique a une place absolument centrale aujourd'hui, et que la difficulté pour le grand public, peut-être, c'est d'arriver à comprendre que ce corps arrobase vivant, c'est pas non plus le corps vivant. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a tendance, et vous le dites vous-même, en termes opératoires, bien évidemment, on va s'appuyer sur le corps arrobase vivant pour pouvoir intervenir sur le corps vivant. Mais ça reste quand même deux dimensions différentes. Donc nous, on défend plutôt la thèse de la discontinuité, même si cette discontinuité est opératoire. En effet, le corps vivant, sans arrobase, intéresse à la fois le médecin et le patient. Mais pas selon le même point de vue. Pour le médecin, le corps vivant est toujours mutant. Il est toujours actif, il est toujours dynamique, et il propose sans cesse à la symptomatologie un certain nombre de signes qui permettent d'établir un diagnostic qui est toujours provisoire. Et donc, dans une certaine mesure, le corps vivant du médecin se construit sur l'habitus de diagnostiquer, avec des instruments, des comparaisons cliniques, qui lui permettent de dresser un tableau clinique. Et l'image y est vivante, car, et c'est là l'intérêt peut-être des nouvelles images, précisément, les datas qui sont produites par le corps vivant, sont en réalité le résultat d'un processus beaucoup plus actif. Et l'intérêt de ces images numériques, c'est de nous montrer ce processus, qui était jusque-là invisible. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que la révolution épistémologique qu'on est en train de vivre, c'est que jusque-là, le corps vivant, c'est un continent noir dans son processus dynamique. Aujourd'hui, avec toutes ces images, ces techniques qu'on va voir, que vous connaissez très bien, il y a eu une rupture. Et donc, on nous propose même aujourd'hui de passer directement dans le corps vivant arrobase. Et c'est la question du métavers. Le patient, lui aussi, il a un corps vivant, qui est vécu, qui est le résultat d'ailleurs d'un filtrage perceptif. C'est-à-dire que lui, il n'a pas la connaissance du médecin, il n'a pas les instruments, etc. Parce que lui, il ne fait qu'apercevoir une partie de l'activation vivante que connaît le médecin et qu'il va être capable d'objectiver. Et même si on se sert de biais, de grilles sensorielles intimes, de questionnaires, de repères, finalement, le patient a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et ça, c'est que tout le monde appelle l'immersion, c'est-à-dire qu'il subit cette immersion. Il est toujours vivant, c'est le titre du petit ouvrage que j'ai fait qui s'appelle Malade en corps vivant, qui repose sur justement une quarantaine de témoignages écrits de gens qui sont dans des maladies chroniques terminales, cancer, sida, etc. Et on s'aperçoit bien évidemment que du caractère désarçonné de la parole, de l'écriture du patient, qui finalement n'a plus
les mots pour le dire, pour reprendre le titre de Marie Cardinal, c'est-à-dire qui est obligé de reconnaître que voilà, il y a des choses qui se passent en lui. Voilà. Et que sans le médecin et sans peut-être cette médecine numérique qu'on va voir, cet écart finalement entre d'un côté il se passe quelque chose dans mon corps vivant et d'autre part le filtre perceptif de mon vécu fait que je ressens des choses mais je ne sais pas ce que je ressens, est maintenu. C'est clair ce que je raconte? Non, parce que Charlotte m'a dit attention, il faut parler clairement. Attention. Alors dans ce petit ouvrage que vous pourrez acquérir pour la somme de 5,50 €, je pense, il est totalement accessible. On s'était amusé à faire un petit tableau justement des différents types de patients. Et donc on avait ce patient expert, on avait le patient médecin de soi-même, le malade médecin, le malade militant et le malade immersif. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est que, et là on voit comment la question du malade immersif est beaucoup plus intéressante pour nous que la question du patient expert, c'est que le malade immersif, il est confronté à des phénomènes extrêmement violents, qui dépassent la représentation qu'il a de son propre vécu, parce qu'il il éprouve une douleur extrême, il se passe des choses dans son corps qui perd le contrôle. Il est confronté à l'involontaire. Oui. Et ça, c'est très intéressant, parce que l'image numérique va lui donner une transparence qui ne va pas forcément, c'est pas la panacée, c'est pas un remède, mais qui va lui donner en tout cas une connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais vous le retrouverez. Donc, le médecin, les experts que nous avons là, c'est des gens qui ont une très grande expérience, parce qu'en réalité, ils ont un corps vécu aussi, vivant, du médecin, qui se construit à travers un habitus, et qui a l'habitus de diagnostic avec les instruments. Voilà. Et donc l'image qu'ils ont, c'est une image qui est bien sûr vivante, parce qu'eux, ils connaissent, ils fréquentent les corps, ils voient les évolutions des maladies, etc. Ils sont capables de faire des tableaux cliniques, etc., etc. Mais, paradoxalement, c'est ça qui est incroyable, c'est que paradoxalement, ça n'a pas suffi. Tu l'as montré très bien. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'on a fondé une clinique sur le regard, l'observation, etc. Et on s'est senti, dans l'évolution technique, on a créé un nouveau regard qui va même au-delà du corps vécu vivant du médecin. C'est-à-dire qu'il va reconstruire son corps vécu vivant à partir d'images numériques. Vous voyez le paradoxe, c'est différent entre voir quelqu'un, toucher quelqu'un, le palper, etc. Et là, en fait, je vais avoir en plus un instrument, qui est une image virtuelle, qui va donc renouveler le vécu, vous voyez, du vivant, du médecin. C'est-à-dire qu'on a une sorte de nouvelle connaissance qu'il faudrait analyser. Ce serait intéressant de les interviewer. Je me propose de venir faire des entretiens sur la modification, par exemple, de la perception qu'ils ont du corps. Est-ce qu'ils se rappellent encore de ce que c'était avant? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour le patient, c'est pareil. Alors, le patient, c'est lui qui est bloqué, quoi. Il est coincé dans son filtrage perceptif. Il n'aperçoit qu'une toute petite partie de ce qui se passe. Et donc, lui aussi, ça va être une révolution. C'est-à-dire que lui, il est confronté à un autre problème, c'est qu'il va avoir des images, et il faut qu'il les rapporte à des échelles esthésiologiques, comme dit Merleau-Ponty, qu'il faut qu'il le rapporte à des échelles esthésiologiques internes, à des sensations internes. C'est-à-dire qu'on va lui dire, là, vous voyez, il se passe ça, mais finalement, c'est une image numérique, c'est pas du ressenti pour le patient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du ressenti. Il faut qu'il fasse un report d'une information numérique à un contenu interne, vécu. Alors j'avais fait un super schéma, très nul. On regarde ce qu'on nous présente. Mais avec, vous voyez, A inter B, extrêmement basique, donc avec une situation d'inversion. C'est-à-dire que
le médecin, il est confronté à l'activation, hein, il se renvoie à son véhicule corporel et avec des signes cliniques. Le problème, c'est que le patient, lui, il est dans un point aveugle, hein, dans une inversion perceptive, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne perçoit que des symptômes. Il subit les immersions. Hein, et donc, heureusement, il y a un interv, donc il se rencontre, hein, etc., etc. Mais en réalité, c'est ça que l'image numérique va briser. Hein, l'image numérique va introduire un troisième élément qui n'existait pas dans le face-à-face. Parce que dans le face-à-face, il y avait quelqu'un qui savait, qui avait un tableau clinique, etc. De l'autre côté, quelqu'un qui ressentait. Voilà. Et là, on va lui dire, attendez. Hein, je vais vous montrer le... Donc, c'est ce que j'ai appelé le corps vivant. Hein, arrobas, quand je dis appelé, c'est parce qu'on a fait un bouquin sur, avec nos amis de Lyon, justement, sur le corps arrobas vivant. Et ce corps arrobas vivant, il repose sur 3 problèmes, hein, que je vais essayer d'exposer un peu maladroitement par rapport à l'expertise de nos collègues. Premièrement, la question du tracking. Hein, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté, et là je ne rentre pas du tout dans les problèmes éthiques et hein, dans les nombreuses rubriques éthiques hein, qui envahissent nos journaux sur est-ce que le droit à l'accès aux data, sur la propriété des data, etc. C'est un débat passionnant, mais j'essaie de rester dans un débat plutôt technique. Donc, c'est tout à fait nouveau là ce qui est en train de se passer. On croit qu'on a perdu ça parce qu'on est en plein dedans. Donc aujourd'hui on est en train de traquer des informations qu'on va aller chercher à l'intérieur du corps, soit en termes d'activité du corps, soit en termes de biomarqueurs, hein, traceurs, etc. C'est-à-dire qu'on va stimuler hein, la production hein, des datas pour pouvoir les recueillir. Hein. Donc ça, tu vois, ça veut dire qu'en fait le corps vivant que tu as, c'est pas du tout le corps, c'est pas le vrai corps. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, ces explorations de tracking révèlent un corps arrobase vivant, qui dit que ben là, finalement, il y a des activités qui étaient invisibles, qui aujourd'hui sont rendues visibles, comme si c'était des activations. D'où les questions de simulation, hein, deuxième point, des simulations médicales, de ce qu'on peut appeler la métamédecine. Certains se réjouissent des malheurs de Zuckerberg, mais moi je ne me réjouis pas du tout. Je veux dire que là c'est une transformation technologique majeure ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement difficile ce qu'il est en train de faire. Hein, on va le revoir avec Cameron dans Avatar. Hein, c'est extrêmement difficile. Comment représenter hein, une métamédecine auprès de grands publics qui considèrent encore que la médecine c'est le corps vivant, le corps vécu, etc. Hein, c'est extrêmement difficile d'expliquer qu'on va apprendre quelque chose par quelque chose de totalement virtuel. Hein. Et donc par la modélisation virtuelle, tu l'as dit tout à l'heure, modélisation virtuelle, design thérapeutique, hein, etc. Voilà, c'est bien qu'on fasse cette journée, mais je veux dire, il y a du boulot, quoi. Je veux dire, dans la culture, dans la diffusion, etc. Je crois que là, il y a vraiment de travail. Alors, ce qu'on avait essayé de développer justement dans le numéro sur l'évolution psychiatrique, c'était justement l'idée que il y avait aujourd'hui une intériorisation de ces écrans. Hein, c'est-à-dire qu'eux, par exemple, ils l'ont parfaitement intériorisé dans leur pratique. Hein, mais nous, de plus en plus. C'est-à-dire que ça pose le problème de la fusion hein, entre ce qu'on peut appeler le soi, hein, c'est-à-dire le soi corporel, connu, etc. Et puis en réalité, cet un-soi, hein, ce soi qui est à l'intérieur de nous, hein, que je vais, grâce à un écran portatif, ingérer un biorobot, hein, je vais aller voir un anneau, on va voir avec quelques dispositifs technologiques, je vais aller découvrir qu'en réalité, mon soi, c'est pas du tout ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est qu'une partie hein, du soi. C'est-à-dire qu'il y a un autre soi. Hein, il y a un soi qui est à l'intérieur de nous et qui finalement va dire plus de vérité sur ce que je suis ou ce que je peux devenir, hein, ce que tu disais tout à l'heure sur le devenir, qui est très important, et qui fait que finalement le corps arrobase vivant devient un médiateur technologique. Aujourd'hui, c'est un médiateur technologique, c'est-à-dire c'est ce qui va nous informer de l'activité de notre corps vivant
mais sans produire la conscience. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'image, le patient, il n'a pas forcément conscience de ce corps vécu s'il n'a pas encore le symptôme. Tu vois ? C'est un débat qu'on avait avec Jacques Ruffier. Je sais pas, on se rappelle plus de Jacques Ruffier, qui avait sorti un gros ouvrage de 700 pages qui s'appelait La médecine prédictive. Traité de la médecine prédictive. Et quand son bouquin est sorti dans les années 90, c'était le débat. C'est-à-dire que son idée, c'était d'en aller vers une médecine prédictive. C'est-à-dire une médecine qui n'était pas préventive, qui était une médecine de la prédiction. Alors, tout ça, bien évidemment, ça passe par une évolution technologique. C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps de tout détailler, même si Charlotte m'a dit attention Bernard, il faut bien détailler pour expliquer à tout le monde. Il y a des techniques de métrique objective, l'altimètre, le cardio-fréquence-mètre, etc. Il y a des techniques d'enregistrement. D'accord ? Il y a des techniques connectées. Encore en STAPS, les STAPS c'est la fac de sport, tout le monde a sa petite montre super connectée pour connaître les battements cardiaques, le rythme, les podomètres, etc. Bon, ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, c'est les techniques d'immersion, de numérisation. Et ces techniques de tracking d'activité, de mise en réseau des datas, de profilage physiologique, de comparaison d'interface, font qu'aujourd'hui, on va vers une technique qu'on appelle le métavers, qui est une inchronisation. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on va rentrer à l'intérieur de l'image. On va même, nous, être à l'intérieur de cette image, pouvoir voyager à l'intérieur. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Alors là, je me tourne vers Charlotte, j'ai fait une colonne éthique. Donc il y a plein de problèmes éthiques. L'intégrité, le respect des datas, la question du coaching électronique, les alarmes, les affichages statistiques, etc. Mais finalement, toutes ces techniques, aujourd'hui, elles existent, mais elles sont rarement montrées dans leur dimension cumulative. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous prenez les techniques d'enregistrement, les techniques connectées, même les techniques métriques, l'immersion et les métaverses, tout ça, si vous appliquez tout ça au corps vivant, ça vous transforme complètement la connaissance, le rapport même, à la définition même de qu'est-ce que c'est qu'une image. Donc l'écran, c'est ça, c'est je vous recommande le livre d'Anna Caterina Dalmasso qui a fait sa thèse sur Merleau-Ponty, qui s'appelle Le corps, c'est l'écran, qui est un magnifique livre où elle montre comment Merleau-Ponty développait une philosophie du visuel. Et donc nous on avait participé au livre de Mauro Carbone et de Jaco Bodoni et des collègues italiens sur cette idée justement que le vivant, par son activité, va laisser, et c'est ça l'intérêt de l'image numérique, c'est que l'image numérique, elle va capter cette immersion. Elle va capter l'immersion involontaire des informations. Vous voyez, je veux dire, avant même que ça arrive à la conscience. Pourquoi ? Parce qu'on a des technologies qui nous permettent de le voir, de voir cette immersion. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'elle va aux sources même de l'activation. Elle va aux sources même de l'activation de ces zones. D'accord ? Donc le scanner, je vais montrer bêtement ces techniques après, donc vous ne me tomberez pas dessus tout de suite. Mais j'essaie de montrer l'évolution. Donc on est dans un corps qui est in situ. On est dans un corps qui est in situ, c'est-à-dire que en fait c'est le corps vivant qui est acteur. C'est le corps vivant qui est acteur et qui va être à l'intérieur même de l'image numérique qui va capter son activité. Ce sont des choses qu'on savait au départ, je veux dire quand on prenait la fréquence cardiaque, quand on mesure le tonus, etc. On savait bien. Voilà. Mais là, si vous voulez, c'est l'activité même qui va être perçue de l'intérieur. Bon, vous la reconnaissez, voilà, quelques. J'ai fait cette petite historique pour vous montrer en 4-5 diapos l'évolution. Parce que
on a l'impression que... Hein, radiographier. Hein, ok, donc quelques images hein, que j'ai prises, nos amis ont expliqué ça tout à l'heure. Hein, radiographier. C'est déjà tout autre chose que hein, la découverte du radium. Hein. Bon, et finalement, aujourd'hui, ce que tu as dit tout à l'heure sur la radiographie interventionnelle, hein, c'est ça que tu as dit? Qui est-ce qui en parle? Non, mais je veux dire, oui, je veux dire, on considère que la radio, je fais une radio, je ne considère pas que c'est un outil d'intervention. Hein, je dis, c'est un résultat, c'est une photographie, c'est une image, je l'ai sur le bureau, et puis je vais, voilà. Non, en réalité, on voit bien qu'elle va participer même. Hein. Donc ça, c'est totalement nouveau. La visualisation de l'imagerie médicale. Hein, c'est-à-dire le fait de voir une image, parce qu'on a perdu ça aussi, de voir une image en direct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gars, il est dans le tube, et le gars qui est sur l'écran, il voit l'image en direct de ce qui se passe, même si on sait que c'est une reconstruction, il y a des algorithmes, il y a des machins, etc. Bon, ok. Mais pour autant, ça n'invalide pas. C'est-à-dire que là, on est bien dans le corps arrobase vivant, d'accord, qui est reconstitué sur l'écran, et le gars, il a un corps vivant qui est dans le tube, d'accord, et on va modéliser hein, une activité hein, en montrant ce qui est vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on avait l'impression que, bon, on nous montrait, moi j'ai des radios du genou, hein, alors il me dit, bon, c'est pas grave, tu vois, t'as de l'arthrose, c'est normal. Mais c'est pas le vivant de ma douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le vivant de ma douleur. Là, déjà, hein, je peux voir le film. Bon, l'enregistrement. Enregistrer. Hein, j'ai pas besoin de vous expliquer les évolutions technologiques. Hein, vous le voyez bien. Aujourd'hui, on est en capacité d'enregistrer le cerveau vivant. Hein, in vivo. Alors, c'est pas un scoop. Hein. Et je veux dire, ça transforme complètement. Moi qui ai fait ma thèse hein, avec Dominique Lecourt sur la neurophilosophie, hein, dans les années, je n'ose pas dire la date, dans les années 90, on va dire. C'était le début du cerveau vivant. Ouais, c'était le début, on commençait à dire, voilà, on va observer le cerveau vivant, ça ne sera pas du tout le cerveau avec des courbes, le EEG, etc. Bon. Donc là, ça implique, et je pense hein, bien évidemment aux travaux qui sont faits hein, sur l'épilepsie, hein, le Brain TV, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où Jean-Philippe Lachaud hein, a montré que on est capable de montrer à des patients épileptiques l'image de leur cerveau in vivo, d'accord, et que donc il y a un impact, hein, de cette vision de son cerveau in vivo sur la crise épileptique. Vous voyez, la connaissance que le patient va prendre in vivo hein, de l'activité de son cerveau, de ses courbes, etc., va lui permettre d'anticiper la crise, de la diminuer. Vous voyez le feedback hein, que peut produire le corps vivant arrobase, hein, sur le corps vivant hein, sans arrobase. Bon, vous en avez parlé, hein, je ne vais pas expliquer toutes ces techniques parce que d'abord je suis nul pour les expliquer, mais ce qui nous intéresse c'est de tracer, hein, c'est-à-dire d'introduire des traceurs, et ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en réalité l'image du cerveau, l'image du squelette, l'image de tout ce que vous voulez, le corps, etc. En réalité, c'est le corps vivant, arrobase, qui va la produire. C'est cette image numérique qui va la produire. C'est-à-dire que, vous comprenez, si je faisais le portrait de mon corps, c'est quoi le portrait de mon corps? C'est plus la photographie, c'est plus la peinture, c'est quelqu'un qui va injecter des traceurs, et qui est capable de faire émerger des structures, des fonctionnements, des dysfonctionnements, des failles, des machins, etc., à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire qu'il va me donner un portrait interne. Hein, et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau.
ben, je veux dire, qui implique un nouveau rapport à la médecine, à la pratique, mais aussi qui renouvelle la question de la phénoménologie. Hein? La tomographie, hein, voilà, un exemple de plus. Hein? Où là, en plus, je vais pouvoir le fixer sur un organe, je vais pouvoir le mettre sur un tissu spécifique, je vais reconstituer l'image. Je vais reconstituer l'image. Alors c'est là qu'il faut faire attention à un glissement. Et ça m'intéresserait de faire un entretien avec eux. Est-ce qu'ils arrivent à faire la différence entre l'image numérique reconstituée, hein, et ce qu'est véritablement le corps vivant? Est-ce que ça a un sens encore de parler du corps vivant? Sérieusement? Dans la mesure où déjà, tu vois, se dire, tu as une connaissance finalement des véritables processus activés. Hein, moi, je pense que là, il faudrait faire un travail de redéfinition, nous, ensemble, hein, de redéfinir de quoi on parle. Hein. Bon, le métavers, on va en parler tout à l'heure. Le métavers, là, ça se complique, le problème se redouble encore. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde se réjouit de ce qui se passe pour Zuckerberg, mais regardez ce qui se passe chez Microsoft, regardez ce qui se passe chez Google. On vient de sortir un papier hein, dans la revue Eris, hein, CNRS, qui parle un petit peu de ça. Il est clair que les enjeux industriels sont majeurs. Hein, c'est-à-dire, ne croyez pas que ces gens-là investissent pour perdre de l'argent. Ils sont en train de faire des mutations technologiques. Et la mutation technologique, c'est qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur, hein, véritablement, de l'acte médical, hein, soit pour l'apprendre, soit pour rentrer à l'intérieur du corps, à travers un corps virtuel. Quand j'étais petit, voilà, hein, vous avez tous vu ce film, d'accord, qui est un film de Richard Fleischer. Hein. Richard Fleischer, je vous rappelle le rôle fondamental de Richard Fleischer, hein. Soleil Vert, Le Voyage Fantastique, hein, voilà, tout est là. Hein. Le Voyage Fantastique, c'était quoi? Ben, c'est à peu près pareil que ça. Hein. Sauf que là, on a un petit sous-marin hein, qui rentre à l'intérieur du corps pour aller soigner hein, désespérément, etc. Voilà. Là, maintenant, on est capable hein, d'injecter une pilule hein, dans le corps du patient hein, pour aller diagnostiquer à l'intérieur de l'estomac, tube digestif, etc. Et surtout de transférer les données en temps réel. Voilà, ça m'intéresse, la notion de temps réel. Qu'est-ce que c'est que le corps réel? Oui, qu'est-ce que c'est que le corps? Qu'est-ce que c'est que ce temps réel? Est-ce que c'est le temps réel du corps vivant? Est-ce que c'est un temps qui est recomposé? Est-ce qu'il y a une transformation par l'algorithme? Tu vois, des datas, des temps, etc. Ouais, faisons un peu de publicité pour notre université. L'université Paris-Cité est heureuse de vous annoncer le premier diplôme interuniversitaire, international francophone, des applications du métavers sur la santé. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de prendre la main sur des plateformes d'évaluation, d'analyse des objets connectés, d'accord, qui fait que la question n'est pas de savoir si on aura des médecins au fin fond de l'Ardèche. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent qu'il n'y ait plus de médecins au fin fond de l'Ardèche. Mais ça, c'est un problème qui est dépassé. Je veux dire, aujourd'hui, à partir du moment où on va commencer à mettre en place ces plateformes, on va équiper les patients, hein, et on est capable de faire de la téléconsultation, de recueillir des datas, de traiter à distance, etc. Ça ne remplace pas la relation humaine, bien évidemment. Mais on voit très bien hein, que là, il y a un pas technologique hein, qui est en train de se mettre en place. La téléconsultation. Hein, la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on va être, on ne va plus avoir de contact direct avec le malade, autrement qu'à travers l'image, téléversée, hein, numérique, consultation à distance, etc. Voilà, il y aura peut-être un infirmier sur place, un pharmacien, hein, s'il en reste. Voilà, mais le reste va se faire. Donc c'est ce qu'on appelle la e-santé.
Alors je vous rappelle ce qu'on parlait de Michel Foucault, hein. Je vous rappelle le texte de Michel Foucault sur la gouvernementalité. Hein. J'entends l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses, les réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme spécifique, quoique très complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité. Voilà, c'est exactement la période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une gouvernementalité qui va se faire grâce à ces modélisations, hein, d'objets connectés, de logiciels, de télémédecine, etc. Et puis, bien évidemment, on a la simulation médicale. Hein, on a aussi la simulation médicale. C'est-à-dire des situations dans lesquelles on va pouvoir développer des modes d'apprentissage. Parce que c'est ça l'enjeu, l'enjeu de l'éducation aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on apprend. Aujourd'hui, on sait très bien que si on apprend en présentiel et en virtuel, c'est plus efficace que du présentiel ou que du virtuel. Donc, on va s'appuyer sur les doubles technologies. Et donc, bien évidemment, la question de la simulation devient centrale. Pour les médecins, mais aussi sans doute pour les patients. Il y a une éducation à la santé à mettre en place. Vous savez ce que c'est que la simulation médicale, hein, je ne sais pas décrire, mais vous voyez comment la question de l'hybridation, qui est absolument centrale pour nous, je vous rappelle notre livre, Devenir hybride, préfacé par Stellark. Devenir hybride, Stellark est un grand artiste qui a anticipé les questions sur son propre corps, qui était à Paris il y a un mois, qui a fait une conférence remarquable sur l'hybridation technologique. On voit très bien que le corps biologique va être hybridé à des dispositifs et qu'en retour, cette hybridation va lui donner des informations sur ce qui se passe dans son corps. Donc je termine, parce que je vois que Charlotte s'inquiète du temps. Qu'est-ce qui arrivait à la dame sur l'image? Ah, tu voulais savoir. La dame. Qu'est-ce qui lui arrive? Celle-ci. Qu'est-ce qui lui arrive à cette dame? Mais c'est ça, c'est un accouchement? Oui, je ne sais pas. Excusez-moi. Est-ce que les médecins peuvent nous dire ce qui arrive à la dame? C'est vrai que ça ressemble à un accouchement. Ça ressemble à un accouchement, oui. Apparemment. D'un sac à dos? Oui, apparemment, c'est une simulation médicale. Il doit y avoir un bébé dans le sac que l'étudiant peut palper. Ouais, ça doit être ça. Ah, parfait. Pour pouvoir qu'ils ressentent les sensations. Et non, mais plus c'est vrai qu'après, ça libère du temps pour les questions, ce qui va être fantastique après ce que voilà, vous avez donc raconté. si j'ai encore 5 minutes pour terminer. Donc le métavers. Le métavers. Le métavers, ça repose sur plusieurs problèmes. Bien sûr, le Web 3.0, évidemment. La réalité virtuelle. Le fait que cette réalité virtuelle, elle va nous permettre de pouvoir développer toute une économie. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, c'est pas le problème technologique, c'est le problème de la rentabilité du métavers. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va rentabiliser le fait d'avoir accès à une image numérique et de communiquer par avatar. C'est-à-dire que là, on est en train de... Les NFT sont juste, pour l'art, une question qui va se poser de manière globale. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui du débat des équipes. Alors je rappelle que tout ça vient toujours de la science-fiction. Donc tu parlais de Jules Verne tout à l'heure. Et donc notamment du roman de Ernest Cline, dont vous avez peut-être vu l'adaptation par Steven Spielberg, qu'il a adapté dans ce film, justement sur les jeux. Donc c'est un concept qui apparaît en 92. Il représente une immersion entière du corps à travers des incarnations numériques, comme des avatars, comme des hologrammes, comme des délégations à d'autres corps. Et à la différence du simple jeu vidéo, qui s'arrête avec le joueur, l'environnement est persistant. C'est-à-dire que votre avatar pourra continuer, il continue déjà, à faire des actions à l'intérieur d'un monde virtuel, vous représenter, prendre des décisions, etc. etc.
tu parlais tout à l'heure des jumeaux, hein, des jumeaux virtuels. Hein. Quand j'ai découvert ça, que c'était Dassault Systèmes qui faisait ça, il faillit avoir une attaque. Parce que moi, je pensais que Dassault faisait des avions. Mais pas du tout. Dassault ne fait plus des avions depuis longtemps. En réalité, ils sont en train, bien évidemment, de développer le concept de in silico. Hein, c'est-à-dire le fait d'ouvrir la voie à une nouvelle médecine qui va construire des avatars numériques pour prévoir ce que tu disais tout à l'heure, les effets d'un traitement sur un... J'étais beaucoup intéressé par ce que tu disais sur le problème de l'évolution de la moyenne du crâne. Ça, c'est super intéressant. Sur un patient donné. Il y a les facteurs génétiques, mais il y a les facteurs épigénétiques et il y a sans doute aussi les facteurs subjectifs pour le sujet. Hein, le fait qu'il ait accès à cette connaissance. Hein, on sait les problématiques que ça a posées hein, sur les diagnostics des maladies génétiques, hein, comme la Corée. Hein, je veux dire, on voit très bien les problèmes que ça a posés. Et donc, on est même dans le projet hein, de construire, donc ça c'est le projet européen, hein, Virtual Physiological Human, hein, il y a 42 projets hein, qui sont en train de travailler à ça, de développer donc une nouvelle génération à la fois d'ordinateurs et en même temps de programmes pour prédire l'évolution des maladies hein, et de répondre au traitement. Et là, il y a un gros projet européen qui s'est mis en place. Hein, auquel sans doute je crois que nous on participe, hein, je crois que nos universités sont dedans, qui font que justement on va commencer par un effort collaboratif. C'est un peu l'équivalent de la description du génome, hein, ce qui est en train de se passer. Je veux dire, c'est l'équivalent. Hein, c'est-à-dire que là on va être en capacité de pouvoir développer une physiologie. Par exemple, Virtue Earth. Hein, voilà, j'ai pris cet exemple parce que j'ai trouvé ça passionnant, qui se propose justement de pouvoir créer en 3D des représentations virtuelles des modifications, hein, précisément des artères. Hein. L'idée étant d'analyser bien sûr la pression, hein, mais de manière dynamique. Hein. La cardiologie computationnelle. J'ai pris cet exemple parce que Damien Vitilo, dans mon équipe, travaille sur la cardio, donc on n'en est pas là, nous, on ne fait pas de la cardio computationnelle. Mais j'étais assez sensible à ce que disait Dominique Chapelle hein, dans son labo de l'INRIA, qui dit, pour construire un patient virtuel, il faudra non seulement simuler les interactions des différents organes entre eux de façon transversale, mais aussi voyager à travers les différentes échelles. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de regretter le corps vivant, le corps vécu. Il s'agit de montrer qu'il y a plusieurs échelles et que finalement, de pouvoir permettre aux gens de pouvoir passer d'une échelle à une autre, de bien leur expliquer ça. Hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, on a un certain nombre de penseurs de la réaction, hein, qui, eux, bien sûr, regrettent le temps. Voilà. Mais je crois que le temps n'est plus regret. Hein. On a bien évidemment plein de... Je parlais tout à l'heure de... Damien a acheté ce que tu as montré, enfin une version commerciale. Hein. Mignon. Mais là, on peut aussi avoir ça. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de cartographier. Vous imaginez que ça, c'est une offre de service à 300 €, hein, que vous trouvez quasiment dans le commerce. Hein, qui va permettre aux chirurgiens de donner de manière anticipatoire, en faisant les modifications virtuelles, ce que va être le visage de la personne. Hein. Donc on a une anticipation, on fait ça déjà avec la silhouette, hein, sur les patients obèses, etc. On est capable de modéliser tout ça. Et donc ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le feedback. Hein, c'est comment ces images numériques vont avoir un feedback sur le comportement, l'attitude. Hein, est-ce que je continue à manger du pain avec la bière, hein, etc. etc. Sachant que je pourrais avoir un autre corps. Je pourrais avoir un autre corps. Hein. Voilà, donc vous avez VisBody 3D, par exemple, que je vous recommande, hein, si vous voulez passer la soirée sur le scan corporel multidimensionnel. Hein, vous pouvez scanner en live votre corps et voir comment ça fonctionne, etc. Et aussi...
Hein, ça permet d'avoir des mesures en 3D. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont pour vendre dans les salles de sport. C'est-à-dire l'avenir des salles de sport, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la salle de sport va intégrer une programmation suite à une mesure en 3D. Tu pourras revoir en 3D tes progrès éventuellement, etc. Bon, c'est assez cher, l'équipement pour les salles de sport. J'ai regardé les prix. Bon, il faut gagner au loto. Ou alors on construit des avatars, comme par exemple Laura Fontenay à Montpellier, dans son labo, qui développe justement des avatars de tumeurs cancéreuses pour montrer les évolutions que pourrait avoir cet avatar. Et ça, c'est intéressant. Pour, bien sûr, au plan diagnostic, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que je peux anticiper, je peux prévoir, je peux faire évoluer l'avatar pour notamment tester les différents traitements. Bon, je vous rappelle, le 12 décembre, le film. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Donc, et Cameron a dit des choses très intéressantes sur ça. Il a dit, attention, un échec de Avatar, ce serait une catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est quel cinéma on va produire. Quel est l'avenir du cinéma ? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais introduire des dispositifs Et là, il y a toute une réflexion que mène Cameron sur ces questions. Alors, bien sûr, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est avec l'échec des Google Glass, bien évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire disparaître le téléphone portable, on va le remplacer par des lunettes interactives dans lesquelles je vais être dans les 3 espaces en même temps. Quel va être le dispositif ? Est-ce que ça va être un dispositif permanent ? Est-ce que ça va être un dispositif provisoire ? Est-ce qu'on va se servir encore du téléphone portable ? Bon, là, la traduction technologique n'est pas encore totalement réalisée. Mais je vous rassure, à Dubaï, on a déjà mis en place la chose. Tu parlais des gens qui sont en train de te supprimer les images 2D, là. Mais à Dubaï, ils sont en train d'inventer ce qu'ils appellent l'hôpital numérique, l'hôpital métavers. C'est-à-dire un hôpital avec une université, bien sûr, etc., qui sera entièrement virtuel, où les gens pourront venir avec un avatar consulter les médecins. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, je pense qu'il faut que, je pense faire des cours à la fac, peut-être me construire un avatar pour qu'il fasse le cours à ma place. Jean-Luc Mélenchon a fait ça. Jean-Luc Mélenchon a fait ça. C'était pas tout à fait un avatar, enfin, c'était une technique. J'ai regardé l'article, mais c'est très efficace. Donc voilà, le groupe Health Organization a mis en place ce type d'hôpitaux dans lequel on va pouvoir intervenir. Alors bien sûr, je vous rassure, toute la communauté trouve que je suis un sale positiviste, plein d'espoir, qui croient aux mutations, etc. Et donc, nous avons des gens qui disent que c'est très dangereux, que c'est l'économie du corps zombie, etc. Donc là, vous avez des tonnes d'articles sur ça. Donc, je les ai épargnés, parce que vous les connaissez déjà tous. Beaucoup de gens sont très critiques envers tout ce que je viens d'exposer. Et avec raison, ils ont raison de porter leur critique, de dire attention, il y a un changement, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va changer véritablement du point de vue de notre perception. Alors je termine par des dimensions éthiques. L'enjeu majeur, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons apprendre des choses de notre corps. C'est-à-dire que nous ne sommes plus simplement dans une attitude où nous apprenons des choses sur le corps. C'est le corps lui-même qui nous apprend des choses. C'est-à-dire qu'il y a une révolution copernicienne qui est en train de se passer. C'est-à-dire nous avons mis en place des instruments pour être enseignés par le corps. Et ça, c'est extraordinaire comme renversement du point de vue de l'évolution des espèces. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait que nous soyons comme maîtres et possesseurs de la nature, etc. C'est un projet de domination. En réalité, nous apercevons qu'on ne peut pas dominer le corps parce que dans le corps, il y a plein de choses qui se produisent de manière involontaire, il y a des processus, il y a des dynamiques, et qu'aujourd'hui on est capable de les voir. On pourrait peut-être être capable de les anticiper, de faire des moyennes, etc.
Et donc il y a eu ce retournement. Hein. D'où le titre paradoxal du premier tome de l'immersiologie, provocateur, hein, sentir son corps vivant. La douleur, la fatigue, etc. Mais aussi, moi j'aime beaucoup les pères aidants. Je pense que c'est une étape très importante. Les pères aidants, hein, c'est quelque chose de très important. Ce sont des gens qui sont passés par l'expérience avec leur corps et qui sont capables de témoigner par leur expérience, hein, de quelque chose. Hein, de pouvoir poser la question de comment je transmets. Ça, c'est un grand problème. J'étais au Japon là 3 semaines. Où le grand problème qu'on a discuté, c'est comment on transmet un savoir tactile à quelqu'un d'autre. Toi, un savoir ressenti, comment tu le transmets? Bon, bien sûr, tu peux faire des bouquins, des images, des machins, mais comment tu le transmets physiquement? Hein, comment, toi, est-ce que tu mets un miroir? Est-ce que tu mets... voilà. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur comment est-ce qu'on peut fonder une épistémologie sur ça. Alors Cronenberg a répondu à cette question. Ouais, même si j'ai eu du mal avec le dernier film, hein, j'ai failli vomir avant la fin, mais finalement, ce que nous dit Cronenberg, c'est que tout est connecté dans le corps humain. Et c'est pour ça que je dis toujours que le corps, c'est la réalité. Tout le monde est conscient d'un malaise quant à son propre corps. Tout le monde sait que le corps humain n'est pas heureux dans notre monde, qu'il essaie de changer sous la pression évolutive. C'est ça le grand projet quand même de Cronenberg, c'est de décrire ces mutations, hein, le corps mutant. Hein. La seule philosophie qui vaille, c'est celle qui se fonde sur la réalité humaine. Voilà, apprendre de son corps. Je veux juste terminer par ça. Je suis en train de... Ça, apprendre de son corps, c'est le travail que j'ai fait donc, avec les circassiens au CNAC. Et on a demandé à ces circassiens de faire des dessins de leur corps. C'est-à-dire qu'ils nous racontent en dessin quelle est la théorie qu'ils faisaient de leur corps. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui font des doubles sauts périlleux arrière, qui se jettent de 3 mètres pour attraper un trapèze, etc. Et bien, ces gens-là, en fait, construisent des théories sur comment fonctionne leur corps, qui n'ont absolument rien à voir avec l'anatomie, qui n'ont rien à voir avec les neurosciences, qui sont totalement fausses d'un point de vue physiologique. Mais la perception qu'ils ont de ces informations, vous voyez, la douleur, la blessure, les tensions, etc., ben, c'est des indicateurs qui leur permettent de pouvoir décrire par la conscience ce qui se passe du point de vue de leur corps. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, on appelle ça les dessins de conscience, c'est-à-dire comment les sujets sont capables, les patients, hein, sont capables, bon, l'art brut, hein, d'ailleurs, c'est pas nouveau. On sait très bien que les patients sont capables de nous dire quelque chose sur ce qui, justement, ne peut pas se dire dans les mots. Hein. Faut que je m'arrête parce que... On peut écouter les médecins vous répondre à les questions. Oui, je m'arrête. Voilà. Je n'ai pas le temps de tout développer. Juste, je termine par cette diapo de conclusion pour vous dire attention, il y a un degré de l'inviable, il y a un degré de l'invivable, hein, il y a des seuils de viabilité. Et que donc, bien évidemment, dans ces explorations que nous faisons, hein, de l'intérieur du corps, nous avons aussi affaire à des personnes, hein, qui, du point de vue de leur représentation du corps vécu, ont le sentiment que c'est invivable, que c'est insupportable. D'accord ? Voire que c'est ce que m'a dit le médecin, hein, quand il a décidé, hein, d'entamer le protocole avec ma mère. Hein, il m'a dit attention, là on atteint un seuil qui est non seulement l'invivable, mais qui va être l'inviable. Hein, et à ce moment-là, la question de la personne se pose. Merci. Merci beaucoup. Martin Dumont, je sais que vous avez 5 minutes, parce que je sais où vous allez. Est-ce que vous avez une... il ne fallait pas me le dire. Merci. Est-ce que vous avez une question? Non. Donc, Julie Cheminot, est-ce que vous avez une question sur l'intervention ou une réflexion, quelque chose? D'accord. Donc, dans ce cas-là, je fais appel. Donc, je rappelle aux
public sur Zoom, que vous pouvez écrire vos questions sur le chat, et au public de la salle, que vous les gardez bien en stock. Et non, je vais avoir besoin de vous, Bernard Andrieux. Ah non, je parle Oui. juste en téléphone. Et je fais appel à nos médecins répondants pour si vous avez des vignettes cliniques, des suggestions, des questions, quelque chose à apporter, etc. Si vous pouvez nous rejoindre à Je vais nouveau. juste prendre mon carnet pour prendre quelques notes. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai eu beaucoup d'échos par rapport à mon quotidien. Quelques éléments, je ne sais pas si complémentaire c'est le bon terme, mais peut-être illustratif. Merci. Quand vous avez parlé de l'imagerie, Ouais. vous avez commencé avec les rayons X, vous avez montré du scanner, de l'imagerie. Ouais. Effectivement, ce sont des modalités, des échelles avec lesquelles on jongle au quotidien. D'un côté, l'imagerie morphologique, la photographie, l'iconographie, et de l'autre côté, l'imagerie fonctionnelle. On essaie de reproduire, modéliser la fonction d'un organe, la fonction d'une tumeur, modéliser des flux, modéliser la dureté. Vous avez aussi jonglé entre les échelles. L'échelle macroscopique, qui est l'échelle d'une imagerie, qui est l'échelle d'une pièce d'anatomopathologie. L'échelle microscopique, vous savez, les microscopes, les lames. Et puis, ça va toujours plus loin, tout ce qui est le fonctionnement des protéines, la transcriptomique, ou alors ce qui a révolutionné la médecine dans les années 2000, le séquençage au débit et tout ce qui est l'analyse moléculaire. Et toutes ces approches, en fait, sont complémentaires, nous aident à mieux connaître ce corps. Est-ce que c'est un corps virtuel? En tout cas, ce corps. L'autre élément que vous avez abordé, c'est tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Pour nous, c'est aussi nous augmenter nous-mêmes et c'est nous standardiser. Et paradoxalement, quand on est côté soignant, se standardiser et être semblables les uns par rapport aux autres, c'est un vrai enjeu. Oui, bien sûr. Tu veux Ouais. dire quoi par cette expression, se standardiser? En fait, au-delà de standardiser un opérateur, c'est standardiser une intervention. Ah, d'accord. Et donc standardiser un soin. Ouais, d'accord. Ouais. Afin que vous preniez l'exemple de l'Ardèche et du fait de la collecte de données qui permet Oui, bien sûr. de collecter des données à distance. L'objectif, c'est que vous soyez soigné de la même façon De la même façon. partout. Et que ce ne soit pas juste pour les médicaments, mais aussi pour tout ce qui est traitement non médicamenteux, qui sont des interventions complexes, qui font appel à tout un tas d'éléments qui ont un impact sur l'objectif clinique. Voilà pour mes premières observations. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'avais 3 petites remarques et une question. Alors, pour Dassault Systèmes, c'est une remarque qui... Non, moi j'ai grandi à Téhéran et donc j'étais bombardé quand j'étais petit par les avions Dassault, donc Ouais, ça me fait toujours un peu mal quand je collabore avec eux. Désolé. Mais en fait, c'est pas eux, c'est pas les mêmes. Il y a une branche armement, il y a une branche Recherche. ingénierie-recherche, et la branche ingénierie-recherche est basée sur CATIA, qui est leur logiciel un peu miraculeux, qui est vraiment un logiciel exceptionnel de simulation. Donc toutes les simulations cardiaques que vous avez montrées, par exemple, sont en partie basées sur des modalités assez uniques de CATIA, qui permet de faire... c'est une des bases de leur démarche de jumeau numérique, c'est leur logiciel, qui est vraiment exceptionnel. Et donc ils font du multi-échelle, ils veulent aller de la cellule à l'organe. C'est ça. Ouais. Et donc ouais, c'est vrai qu'ils ont une démarche très active et même très agressive vis-à-vis des médecins pour récupérer le plus de données possibles et construire ces jumeaux numériques. Moi, il y a juste une deuxième remarque, il y a une chose qui m'a toujours étonné en consultation, c'est que les patients sont très peu curieux de voir leurs images radiologiques. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que moi j'ai eu quelques IRM pour une histoire de hernie discale, et le premier truc que j'ai fait c'est aller voir mes IRM. Et moi je fais pas mal de scanners du crâne par exemple. Bon, les enfants on peut comprendre qu'ils aient un peu peur, mais les ados par exemple, ils veulent pas du tout spécialement voir la reconstruction 3D de leur crâne, ça leur égale. Et même en consultation, moi j'ai un écran que je peux retourner vers les patients, leur montrer leur scanner, ils veulent pas voir. Ils veulent pas. Ça les intéresse pas du tout. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, Ce serait intéressant de leur demander. Ça leur fait un peu peur, en fait. C'est ça, c'est la peur. Il y a parfois quelques parents qui veulent voir les effets de la chirurgie sur le crâne, sur une reconstruction 3D, mais c'est vraiment la minorité. La plupart, ils ne veulent pas du tout voir. Après, juste une dernière remarque. J'avais essayé de lancer un projet à Necker avec un artiste qui a créé une application où en fait, l'enfant se prend en photo avec une tablette
Et après, il y a un dessin qui commence à se faire de son visage, mais étape par étape, de manière très progressive, mais de manière très schématique. Oui. Et en fait, l'enfant peut influencer le dessin au moment où il est en train de se faire, en insistant sur les yeux, sur la bouche, sur le front. Il peut modifier les couleurs, l'épaisseur du trait. Et en fait, l'idée, c'était de voir des enfants avec des malformations, qui ont été opérés, surtout ce qu'ils vont aller mettre en avant dans le dessin. La perception. La perception. Donc là, on est en train de faire une étude où on voit si, par exemple, s'ils ont été opérés de la bouche, ils font une grosse bouche rouge ou pas. Donc on va bientôt avoir une série de dessins avec différents types de malformations et d'interventions et voir comment ils se représentent. Ah ouais, ça c'est super intéressant. Parce que c'est ça le problème de la théorie du corps, c'est la boîte noire. C'est qu'en fait, on ne sait pas du tout comment les gens perçoivent. Oui. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'on aura aussi des métriques. On va savoir combien de temps ils ont passé sur la bouche, par exemple, en dessinant, combien de temps ils ont réfléchi avant de passer d'un organe à l'autre. Donc ça va être intéressant. Et la dernière question que j'ai, dans l'introduction, vous avez dit que je travaillais au Health Data Hub. C'est une structure qui a été créée par le ministère de la Santé pour gérer les données de santé en France. Et il y a beaucoup de débats sur le fait que la plateforme d'hébergement est en fait fournie par Microsoft, Azure. Et donc la mise en place, moi je suis convaincu que c'est quelque chose de très bien et de très utile. En France, on a beaucoup de données, on a difficilement accès aux données. Et là, c'était vraiment un espoir pour que les médecins puissent multiplier les projets d'utilisation des données de santé publique. Et cette histoire d'hébergement Microsoft a plus ou moins stérilisé l'initiative. Maintenant, on a beaucoup de mal on travaille beaucoup pour avancer et pour s'en sortir, mais c'est très difficile d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue politique. Et avec le nouveau gouvernement, le fait qu'il y ait de nos souverainetés dans l'intitulé du ministère de Bruno Le Maire et tout ça, on a beaucoup de mal à convaincre que c'est une démarche vertueuse et qu'il faut faire avec les outils disponibles et pas attendre quelques années qu'il y ait un cloud souverain vers lequel on va de toute façon migrer quand il y en aura un. Bien sûr. Et comme quand vous avez parlé de l'importance des travaux de Microsoft et tout, je voulais savoir ce que vous pensez de ça sur le plan éthique, parce que moi je pense qu'il faut avancer et après éventuellement revenir vers quelque chose de souverain dès qu'on pourra le faire, mais quand même progresser, et que la souveraineté c'est aussi d'avoir une place internationale dans cet élan et pas juste garder tout et ne pas avancer dans son coin et ne pas participer à cet élan en attendant d'avoir quelque chose de souverain au sens genre appartenant à l'Europe. Donc on peut voir ça en deux étapes, mais là on part plutôt vers l'idée qu'on ne va pas faire grand-chose dans les prochains mois ou années, et secondairement, une fois qu'on aura des outils à nous, entre guillemets, à avancer. Et ça, ça remet en question beaucoup de choses sur tout ce que vous avez dit sur le métaverse, parce que pour avancer dans tout ça, il faut avoir des structures d'analyse et de partage de données. Bien sûr. Alors, comme il y a toute une série de questions, je veux bien répondre juste à glisser un élément en plus dans le deuxième volet de ce dont vous venez de parler, et comme ça vous pourrez répondre à ça aussi. Donc sur la question de vos patients et patientes qui n'ont pas nécessairement envie de voir les images, je sais que ça existe. On parlait de moi, mais moi je suis vraiment la patiente inverse. J'ai mes dents de sagesse après opération, je les ai récupérées. Enfin voilà, c'est à moi, je vais regarder ça, merci. Voilà, donc des choses comme ça, je suis très intéressée par ça, mais les médecins avec lesquels je parle et que j'essaye de convaincre de me laisser voir une chirurgie ou de me faire un scanner, etc., ne comprennent pas, pour certains, l'intérêt et la fascination que je peux avoir dans ces images. C'est-à-dire que moi, ce que je vois quand je vois un corps ouvert, alors peut-être pas en vrai devant une opération où je pense que je m'évanouirais comme tout le monde, mais dans l'idée, pourquoi j'ai envie de le voir? Parce qu'il me semble que je vais voir quelque chose de la merveilleuse finalité de la nature, et c'est Dieu au fond des IRM, c'est tellement bien organisé, il y a cette beauté-là. Et peut-être que ça ferait un effet de choc, et que donc je m'évanouirais comme tout le monde, mais c'est ce que j'ai envie de voir. Et ce qui est amusant, c'est que les médecins avec lesquels je parle, peut-être parce qu'ils connaissent cet effet de choc, mais même au-delà de ça, systématiquement, manifestent une certaine incompréhension vis-à-vis du fait que je vois quelque chose de miraculeux et de très intéressant dans le corps et dans l'intérieur, et que donc j'ai envie de le voir comme ça. Donc je vais juste ajouter ça comme ça, vous pouvez l'intégrer à votre réponse, sauf si ça repasse par vous peut-être. Non, Thomas, on est tous les jours fasciné par ce miracle quand même. Mais pour vous répondre, nous on a été attaqués par des activistes qui sont venus interrompre nos conférences en nous traitant de post-humains, parce qu'on défendait. Donc moi je suis pour qu'il y ait un dialogue effectivement avec ces grandes firmes technologiques, parce que c'est elles qui recrutent les meilleurs ingénieurs, etc. C'est eux qui sont en train de créer les choses. Et le problème, c'est nous en Europe, est-ce qu'on a les moyens de retenir
Tu vois, les meilleurs cerveaux, finalement, ils vont... Enfin, je veux dire, donc si on avait les moyens de créer ça, il n'y a pas de problème. Moi, la souveraineté, je suis tout à fait d'accord. Mais après, la question qui se pose, c'est effectivement la question de... C'est le même problème qui s'est posé avec le génome. Hein. Dans les années 90, on avait fait plein d'articles sur le problème de la propriété, de la brevetabilité des gènes, etc. C'est le problème de l'accessibilité, le problème de la gratuité et le problème de la sécurité des datas. Voilà. Et ces problèmes-là, finalement, font que on sait très bien qu'en travaillant avec ces grandes firmes, finalement, vous l'avez dit vous-même, Dassault Systèmes, ce qu'ils veulent, c'est récupérer les datas. Voilà. Donc, après, c'est sur ça qu'il faut négocier la souveraineté. C'est quels sont les accords qu'on a par rapport... parce que nous, on n'est pas là que pour fournir la matière. Enfin, je veux dire, on est là aussi, vous faites de la modélisation. C'est aussi intéressant que... voilà, vous créez des choses. Donc, la valorisation de ce qui est créé par nos chercheurs, par les meilleurs d'entre nous, en France, ça doit être un moyen aussi de pouvoir négocier, de défendre ça. Donc, moi, je ne suis pas... ce qui me fait problème et le grand enjeu pour moi, c'est comment le métavers va devenir... comment est-ce que ça va devenir... et je crois qu'ils en sont là au plan industriel. On voit bien dans la médecine, c'est le domaine, tu vois, où ils ont choisi de communiquer. Ils communiquent sur la médecine. L'enseignement, la transmission, voilà. On voit bien là. Mais après, dans les autres domaines, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, on ne voit pas... il y a une offre de service dans la médecine qui est gérable. D'autres questions, tu disais? Pardon, excuse-moi. Moi, j'avais une remarque sur le corps numérique et sa véracité, ou pour nous, ce serait plutôt sa fiabilité, c'est-à-dire à quel point l'image qui est faite est fiable. Pour nous, j'utilise le mot fiable, c'est-à-dire est-ce qu'elle va nous permettre de faire le bon diagnostic, de guider la bonne thérapeutique. Et aujourd'hui, on a quand même une bascule entre les rayons X qui correspondent à un principe physique, une image par atténuation des corps traversés et qui historiquement brûlait un film. Puis après, ça a été numérisé. Puis après, on a réussi à développer toujours sur un guidage physique une imagerie 3 dimensions et à faire une reconstruction, mais encore sur des algorithmes qui étaient contrôlables. Et finalement, l'image qu'on obtient, c'est pas une image au niveau de grille, c'est pas une image intelligible. C'est une image codée de façon informatique en 0,1. Même aujourd'hui, il y a des projets de recherche qui s'intéressent à l'image brute. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une bascule, et les constructeurs font une bascule, c'est-à-dire que la façon dont ils l'acquièrent, ils la couplent avec une reconstruction, non pas par des principes physiques et mathématiques, mais par des principes informatiques. Et donc de machines et de deep learning. Et en imagerie médicale, ce sont là que se situent les plus grandes avancées de deep learning, c'est dans la reconstruction de l'image. Et donc les paramètres qui vont nous permettre de moduler cette fiabilité, c'est plus des keV, des milliampères, des paramètres physiques, mais c'est des paramètres d'algorithmes informatiques. Et c'est un vrai changement. Alors nous, on a toujours notre référentiel qui est quand on est la tumeur, est-ce qu'on arrive à bien prédire avec un gold standard qui est la pathologie, mais ça a des implications. Ça veut dire que vous pensez que la seconde serait moins fiable que la première? Non, simplement que l'image virtuelle évolue. Et que les déterminants évoluent aussi. D'accord. Oui, par exemple, de ça, pour vous donner un exemple concret, quand on reconstruit en 3D un scanner de crâne à partir d'une image de 2 dimensions, il y a plein de trous dedans. Par exemple, le plancher de l'orbite et l'ethmoïde et ça, il y a plein de trous, mais on est habitué à ce que ce soit des trous, donc personne ne se dit que c'est par exemple la lise d'une tumeur ou une infection. Et là, on est en train de développer des algorithmes pour reconstruire en 3D le crâne à partir des IRM. Il y a une séquence d'IRM spécifique qui permet de voir un peu mieux l'os et ça permet... On essaie de faire des algorithmes d'IA qui reconstruisent ça marche pas très bien encore, mais qui reconstruisent le crâne en 3D. Et il y a aussi des trous, mais dans d'autres régions. Et là, on ne sait pas encore si certaines maladies qui effectivement donnent des lises osseuses, par exemple de la voûte crânienne, ce que ça va donner quand on va le reconstruire en 3D. Donc il y a tout un travail pour qu'on apprenne à avoir, à effacer dans notre cerveau par habitude les trous qu'on verrait sur la voûte et considérer que c'est des artefacts de reconstruction et savoir les différencier des vrais trous qui viendraient d'une maladie comme l'histiocytose par exemple qui ferait effectivement des trous dans l'os. Et ça, personne n'est habitué par exemple à voir une voûte crânienne avec des trous parce qu'au scanner du coup la voûte crânienne est bien lisse et parfaitement reconstituée. Donc ça, il faut qu'on s'habitue à une nouvelle sémiologie de la reconstruction. Ça c'est intéressant, c'est super intéressant de voir que ça vous oblige à recomposer aussi
le regard, enfin, la façon dont vous avez été formé. Et personne ne fait attention au trou du plancher d'orbite, par exemple, quand on fait une 3D de scanner, tout le monde sait très bien que c'est Bien une sûr, construction. bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Julie Cheminots, est-ce que vous avez des questions, des éléments à apporter? Est-ce qu'il y a des questions dans le public présent? Oui, merci. Et donc on a encore quelques minutes, mais Je crois que ce serait passionnant très bien. qu'on discute de tout ça dans une vraie enquête de terrain. Bernard Mourieux, j'avais une question. Vous avez dit brièvement qu'il était nécessaire d'expliquer aux gens les passages d'échelle entre le corps vécu, le corps humain, le corps numérique. Je n'ai pas très bien compris de quel genre vous parliez, est-ce que c'est des patients et du coup quels sont les enjeux éducatifs, humains derrière ça Mais, déjà, vous voyez que nos collègues professeurs, médecins, eux-mêmes voient que c'est difficile c'est difficile pour eux parce qu'ils ont été construits dans un certain modèle de l'image anatomique et qu'en fait les nouveaux outils proposent d'autres images qui les obligent à recomposer leur propre représentation pour arriver à comprendre finalement ce que montre l'image. Et je veux dire par là qu'il n'y a pas... Où est-ce qu'il y aurait une émission de télévision, tu vois, je veux dire, un programme virtuel ou une chaîne éducative qui nous montrerait tu vois, l'impact de ces nouvelles technologies sur une nouvelle connaissance du corps. C'est ça que je veux dire. J'ai l'impression, si tu veux, quand j'avais été auditionné par Decathlon parce que justement quand j'ai travaillé sur l'immersion, ils étaient intéressés par ça. Et en fait, leur seul problème, c'est qu'en fait, ils vendent des montres connectées à des tonnes de sportifs, mais que en fait, les gens ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des tonnes de data, tu vois. Les gens ont des tonnes de data, et là ils m'ont dit, mais est-ce que tu peux pas nous dire les profils, enfin tu vois. En fait, le problème c'était qu'aujourd'hui on vend des outils, mais dont ça apporte des informations. On ne sait pas d'abord comment a été construite cette information, et d'autre part, à quoi ça va servir. Est-ce que c'est utile? Je veux dire, par exemple, moi je me suis aperçu que mon iPhone me donnait des informations qui étaient un peu fausses par rapport à mon activité réelle. Parce qu'il exagère un petit peu, etc., etc. Il compte des trucs que j'ai pas fait, etc. Mais si je fais totalement confiance à mon iPhone, finalement, je vais avoir une connaissance qui est un peu fausse par rapport à ce que fait véritablement mon corps. Et tous ces biais, il y avait un très beau livre qui s'appelle Cerveau et psychologie qui était paru chez PUF il y a une dizaine d'années, où justement on analysait tous les biais que tu viens de dire, tous les biais, voilà, ces biais-là, ils sont pas posés, si tu veux. On vend l'objet, mais finalement, on ne dit pas attention, c'est une image, il y a un algorithme derrière, etc. C'est pas le corps réel. Et petit à petit, il y a un glissement. Maintenant, moi, je suis opéré du genou, j'ai découvert qu'il y avait un truc sur l'asymétrie. Il y a un capteur qui te dit l'asymétrie. Je me suis retrouvé avec une asymétrie cet été, parce que j'ai des chaussures pourries, j'étais à 7% d'asymétrie sur la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Bon. Et en fait, quand j'ai analysé le problème, voilà, je me suis aperçu que c'était une information que donnait ça parce que je mettais le téléphone dans cette poche. Si je mettais le téléphone dans l'autre poche, elle me donnait une autre information. Donc voilà, c'est réfléchir sur qu'est-ce que l'outil nous donne de l'information, et ça c'est rarement fait. C'est-à-dire, quand tu vas acheter un iPhone, personne ne te dit attention, toi, je veux dire, il n'y a pas de réflexion sur ça. Alors, déjà, on voit les révolutions intellectuelles qu'eux sont en train d'accomplir, on imagine, pour l'usager de base comme moi, ce que ça impliquerait. Donc comme c'est assez tard, on essaye de faire très rapidement avec la dernière question, Mathilde. Il y en a une sur le Zoom, oui. Donc Catherine Tourin qui dit « Voir concrètement ces images du fonctionnement du corps peut-il aider à une meilleure guérison, dans le sens où l'intention est positive ?» Ramachandran a montré l'utilité de tromper son cerveau pour abaisser le seuil de douleur. Ça ne va pas faire disparaître les personnes qui sont amputées, ça ne va pas faire disparaître le membre fantôme, mais on sait très bien qu'au moins pendant 2-3 mois, il y aura un apaisement de la souffrance. Jean-Philippe Lachaud a montré que les crises épileptiques pouvaient être régulées en partie, non guéries, mais je veux dire régulées, parce qu'il y a une connaissance que le sujet a de son propre rythme. Voilà. Et nous, dans le sport,
on travaille énormément sur le fait que les athlètes, les sportifs ou les gens au quotidien peuvent utiliser justement ces outils pour avoir une pratique qu'on appelle d'auto-santé. D'auto-santé, c'est-à-dire non pas d'auto-guérison, mais d'auto-santé, c'est-à-dire capacité à connaître, comme le disait Foucault, avoir une médecine réflexive. Avoir les moyens pour que les gens réfléchissent un peu à comment fonctionne leur corps. Merci beaucoup. Il y a des questions encore dans la salle? Non, on a des questions sur Zoom. Non plus. Est-ce que vous avez une réponse en tant que médecin à cette dernière question? Oui. Une dernière réponse et ensuite on finit. Voilà. Notamment les casques de réalité virtuelle pour des situations un peu angoissantes de soins sous anesthésie locale. Alors, ce n'est pas l'image du propre corps, mais des environnements immersifs. Donc ça a été montré que ça entraîne une relaxation qui est alors, pas pareil que l'hypnose, mais des différents soins, notamment chez les enfants. Par exemple, des soins dentaires sont facilités par le recours à des environnements immersifs dans lesquels il y a diverses scènes qui sont sélectionnées en amont avec l'enfant. Soit des jeux, soit des scènes relaxantes, des vues de la plage, comme ça. C'est bien connu. Merci beaucoup pour donc, ce complément de réponse et merci beaucoup à notre public sur Zoom et à notre public dans la salle et au public qui regardera en différé de nous avoir suivis pour cette journée d'études de la chaire de philosophie à l'hôpital de Sainte-Anne. Bonne journée à vous. Merci.